Nous vivons une époque très intéressante, une époque où chacun veut accomplir quelque chose de grand, quelque chose d'intéressant. C'est une bonne chose. Les gens veulent accomplir des choses différentes, des choses particulières, des choses qui les hissent au-dessus de la mêlée. Et comme je le dis plus tôt, c'est une très bonne chose. Nous appelons cela réussite, accomplissement de ses objectifs. Et si vous regardez autour de nous, on a tellement créé des plateformes, des magazines, des émissions, des documentaires, des blogs où on promeut la réussite. Une réussite qui devient très vite très importante dans notre communauté. Alors c'est quoi réussir sa vie? C'est quoi la réussite? Est-ce gagner beaucoup d'argent, ouvrir une entreprise, des entreprises, devenir financièrement stable et indépendant? Est-ce ça réussir sa vie? Voyager, aller à Paris, New York, Miami, Los Angeles. Est-ce acheter une grande voiture, rouler carrosse? Est-ce ça réussir sa vie? Depuis un temps, on nous a fait croire que réussir sa vie, c'est accumuler beaucoup d'argent. Et c'est franchement ce que beaucoup parmi nous croyons aujourd'hui. Nous pensons que réussir sa vie veut dire dans le sens où tout le monde vient chez toi pour demander main forte, pour demander d'argent, de l'aide, du soutien, souvent financier. Et voilà, on se place au-dessus de tout le monde, on devient le leader, le boss, le patron, le guide, à travers ses biens financiers, à travers ses accumulations, à travers son travail, à travers ses moyens. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, dans notre ignorance peut-être, avons fait de cette mentalité, cette rhétorique, un dogme. Donc une religion où on commence aussi à croire que réussir sa vie est symbolisé par l'accumulation de biens. Nous glorifions ceux qui ont beaucoup d'argent, les footballeurs, les musiciens, ou même ceux qui prétendent avoir beaucoup d'argent sont célébrés, sont louangés, dans le sens où ceux qui n'en ont pas sont déconsidérés totalement dans nos communautés. Aujourd'hui, nous vivons une époque où beaucoup de gens veulent avoir de l'argent. C'est tout ce qui intéresse la plupart des personnes. Tout le monde veut avoir de l'argent d'une façon ou d'une autre. Et les gens se battent, se lèvent le matin, la première chose à leur cœur, la première chose dans la tête, la première chose qui cloche, c'est comment je fais pour me faire de l'argent aujourd'hui. C'est très bien. Et nous l'avons tellement normalisé que c'est devenu en effet normal de ne penser qu'à l'argent. Mais est-ce vraiment notre réalité? La réussite d'une personne doit-elle être quantifiée par sa balance bancaire, par sa liberté financière, par sa capacité de voyager first class sans visa? Alors c'est quoi réussir sa vie? Vous savez, c'est bien de faire de l'argent, c'est très bien. C'est bien d'en avoir en réserve, en banque, à disposition pour subvenir à ce besoin, aux besoins de sa famille, pour pouvoir décanter des problèmes financiers qui peuvent se présenter. C'est une très bonne chose, avoir cette souplesse financière, avoir cette capacité de pouvoir prendre en charge des situations complexes, quelquefois, surtout dans nos communautés, est une très bonne chose. Mais vivre sa vie seulement pour faire de l'argent n'est pas une forme de réussite. Beaucoup de jeunes aujourd'hui souffrent émotionnellement, angoissés, attristés, dans l'anxiété, parce qu'ils ont l'impression d'avoir échoué leur vie. Beaucoup de jeunes dames sont frustrées, stressées, spoliées, désavantagées. Beaucoup de jeunes dames sont frustrées, stressées, spoliées, désavantagées, déshéritées. Parce qu'en regardant ce que possèdent leurs amis comme téléphone, comme argent, comme entreprise, comme habits, comme louboutin, comme voiture, elles ont l'impression de vivre une vie inadéquate. En fait, beaucoup de personnes ont l'impression d'avoir échoué leur vie parce qu'ils n'ont pas encore atteint un certain niveau de vie, parce qu'ils n'ont pas encore en possession une grosse voiture, une Range Rover, un terrain au moins quelque part. Il faut avoir un terrain, allez, parce qu'on n'a pas encore les capacités de s'acheter à volonté ce qu'on veut, de voyager first class, de faire comme tout le monde, d'impressionner, de prendre des photos à Dubaï, comme tout le monde le fait. Vous savez, c'est ce qui se passe ces derniers temps. Dubaï, c'est la destination, surtout pour les femmes. Les gens sont stressés de manière chronique, malgré leur bonne santé, malgré les petites opportunités qui se présentent, parce qu'ils se comparent tout le temps à quelqu'un d'autre. Tout le monde veut travailler, tout le monde veut réussir dans un domaine ou un autre, et faire de l'argent. Et c'est très bien. Mais laissez-moi vous dire une chose. La réussite de l'humain ne se définit pas par sa balance bancaire. Vous savez, il y a très longtemps, on nous a fait croire que pour être une belle femme, il faut avoir un teint clair, il faut avoir des longues jambes, être grande, il faut nécessairement être mince, avoir des cheveux lisses. On a fini par accepter cela comme dogme. Voilà pourquoi vous verrez jusqu'à aujourd'hui, beaucoup parmi nos sœurs ont du mal à marcher dans les rues avec leurs cheveux. Enfin, non pas seulement du mal à se tolérer étant naturels, mais détestent obstinément leurs propres cheveux naturels. Vous savez, aux États-Unis, depuis l'esclavage jusqu'aux années 60, beaucoup de choses se sont passées. Étant noir, pour trouver un boulot, il fallait des choses très intéressantes. En effet, on favorisait, on priorisait ceux qui avaient des critères
particulier. Donc, plus on ressemblait au maître, plus on avait la possibilité de se taper un boulot, d'avoir un emploi, d'avoir une position, d'avoir une situation stable. Donc avoir des traits fins était avantageux, avoir un teint clair, avoir des cheveux défrisés, faciliter sa position sociale. Et parler anglais avec un accent similaire à celui du maître était avantageux dans beaucoup de cas. Et vous savez, aujourd'hui, très peu de choses ont changé. Combien de fois avez-vous entendu un Africain ou une Africaine dire « Hey, tu as vu son teint? Waouh, mon Dieu, chocolat comme... Wow, tu as vu le teint ?» La réalité est celle-ci, bien qu'on ne veuille pas l'entendre. Plus on tend vers la couleur du maître, plus on est louangé. Vous verrez toujours quelqu'un vous dire « Waouh, l'eau de New York t'a changé, hein? Ouf, les savants de Los Angeles sont comment? Waouh, le teint a changé, hein? Mon Dieu !» Et si vous tenez à comprendre ce qu'ils entendent par le teint a changé, ils vous diront « tu es devenu chocolat comme du Nesquik ». Mais vous verrez très rarement des Africains célébrer quelqu'un parce qu'il a un teint d'un Soudanais du Sud. Combien de fois avez-vous vu une personne en vanter une autre parce qu'il parle français avec un accent de Jean-Luc Mélenchon? On dit toujours « Waouh, il parle bien, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh. » Et combien de fois avez-vous vu quelqu'un ridiculisé parce qu'il a fait une petite faute d'orthographe en français ou en anglais? Maintenant, combien d'Africains, parce qu'il a fait une petite faute d'orthographe en français ou en anglais? Maintenant, combien d'Africains, connaissez-vous, sont sidérés quand un autre Africain ne parle pas sa langue maternelle? Nous vivons encore aujourd'hui, et peut-être sans le savoir, les effets négatifs de la colonisation. Nous parlions d'argent. Le même principe d'aliénation est applicable en ce qui concerne l'argent. Il y a plusieurs années, l'Africain était altruiste. Il était en tout cas moins égoïste. Ils travaillaient en synergie, en communauté. Ils allaient ensemble au champ, travaillaient ensemble. Personne n'était affamé. Ceux qui étaient malades étaient pris en charge par les autres. Il y avait l'amour, le soutien, le communautarisme. Il y avait un sens de... Quand une personne était éprouvée, les autres étaient présents pour le soutenir. Que ce soit une perte dans la famille, que ce soit une perte dans les bétails. Peu importe la situation dans laquelle on se retrouvait, on n'était jamais seul à faire face à sa situation. Et le Ubuntu, comme on dit Ubuntu des Africains, selon lequel peu importe où tu vas, tu ne dormiras pas dehors parce que tu trouveras un frère qui te prendra. C'est une idéologie en train de mourir. Une idéologie moribonde à cause de l'influence externe que nous vivons aujourd'hui. La mentalité kémite afro basée sur l'altruisme, l'abondance d'âme, l'audace, la bienfaisance, la bienveillance, la bonté, la clémence, les valeurs, la fraternité est peu à peu en train d'être remplacée par un capitalisme égoïste, indifférent, insensible, sordide, égocentrique, avare, personnel, exclusif. Contrairement à ce que nous fûmes autrefois, la triste réalité d'aujourd'hui est que les gens ne veulent pas réussir pour aider leur famille. Les gens veulent réussir, faire de l'argent pour surplomber sur les autres, pour dominer, pour se sentir glorifiés, vénérés, célébrés en public, acclamés. Et peut-être pas tous, certes, mais malheureusement, beaucoup aujourd'hui veulent réussir, faire de l'argent pour faire partie des conversations. Ils veulent recevoir l'honneur, la gloire que nous accordons à ces personnes, que nous avons malheureusement, tristement donné à ces personnes proéminentes, en leur glorifiant, en leur signifiant notre gratitude vis-à-vis des choses qu'ils n'ont souvent même pas fait. Et la jeunesse se bouscule, et souvent sans scrupule, pour faire partie des conversations de ceux qui réussissent. Réussir sa vie ne se limite pas seulement à accumuler beaucoup d'argent, à faire des voyages sur Dubaï, à faire des œuvres philanthropiques, à lancer multiples entreprises et activités commerciales. Réussir sa vie a un sens beaucoup plus profond que ça. Regardez, prenons l'exemple d'une dame qui, depuis toute sa vie, a toujours voulu être institutrice. Okay? Elle bosse dur, finalement elle a un boulot, elle travaille comme directrice d'école. Et institutrice, elle est peut-être enseignante, travaille avec les enfants comme elle aime, soutient les enfants comme elle aime, prend soin des enfants comme elle aime. Peu importe le salaire qu'elle reçoit, peu importe ce qu'elle a comme paiement. Nous savons que très souvent d'ailleurs, elles ne sont pas très bien payées. Mais une personne qui fait un travail aussi noble, une personne qui remplit les cœurs, une personne qui fait un travail qui apporte un plus à la société, une personne qui fait un travail qu'il a toujours voulu faire depuis son enfance et le fait correctement, de tout cœur, avec aisance, est une personne qui a réussi sa vie plus qu'une personne. D'ailleurs, prenons un exemple, un vendeur de voitures qui ne le fait que pour des raisons financières. La réussite n'est pas l'accumulation des biens. La réussite, c'est aussi une récompense mentale, psychologique, émotionnelle. Quand vous faites une activité que vous aimez bien, quand vous êtes noyé dans une œuvre ou pilotez une activité qui vous est fondamentale, quand vous recevez de votre vie des émotions positives,
des sentiments de gratitude vis-à-vis de votre travail, de votre vie personnelle, de votre foyer, vous êtes en train de réussir votre vie. Écoute, peu importe ce que vous avez comme salaire ou comme revenu, si vous êtes heureux dans votre vie, vous avez la paix, la joie, vous avez mangé, vous êtes en bonne santé, vous êtes en train de réussir votre vie. Il faut faire très attention de ne pas universaliser le sens capitaliste de la réussite. La réussite, dans son essence capitaliste, se résume à l'accumulation massive des biens matériels, peu en importe les conséquences, ou la morale liée à ces conséquences. Si réussir sa vie est symbolisé par l'accumulation massive des biens matériels, je pourrais vous parler d'une personne qui a bien réussi sa vie. Le roi Léopold II, par exemple, le roi des Belges. Au début du XXe siècle, pendant la révolution moderne, la création des voitures et des pneus, il y avait une forte demande mondiale pour le caoutchouc. Le caoutchouc, évidemment, l'élément principal pour la création de pneus à l'époque. Il y en avait en abondance dans le Congo central, aujourd'hui appelé République démocratique du Congo. Léopold II, le roi des Belges, en a fait son entreprise, son business, parti au Congo pour aller extraire de force le caoutchouc au péril de beaucoup d'indigènes. En effet, 15 millions de Congolais étaient massacrés à l'époque pendant cette période d'extraction de caoutchouc dont le monde avait besoin pour la création des pneus. À l'époque, il était imposé à chaque homme africain de la région d'extraire une quantité minimum de caoutchouc, sans laquelle sa femme lui était prise en otage par les autorités. Après un temps, les autorités belges, employés du roi, avaient remarqué que leur tactique ne marchait pas toujours, donc il arrivait très souvent que les hommes reviennent sans la quantité minimum de caoutchouc. Ils ont changé de tactique, et donc à chaque fois qu'une personne rentrait sans le montant minimum de caoutchouc, on lui coupait brutalement la main à la machette devant tout le monde. Comme vous l'avez bien imaginé, ceci a créé une génération d'hommes dépouillés de leur paix dont ils héritaient depuis des siècles et dépouillés de leurs mains. 15 millions d'Africains autochtones morts. Nous entendons souvent parler des tueries partout dans le monde, mais ça, c'est le génocide du roi de Belge dont personne ne parle. Mais sur le plan financier, ils avaient créé une entreprise réussie, une entreprise qui produisait assez de caoutchouc pour nourrir le marché commercial mondial de la voiture. 15 millions de morts parmi les populations mélanodermes, et ce n'est pas une hyperbole. Avec sa réussite révolutionnaire dans le monde de caoutchouc à l'époque, le roi de Belge serait aujourd'hui invité dans une des émissions des réussites, non? Comme on le fait en Afrique, comme on le fait très souvent. Monsieur tel, il pèse autant. Monsieur tel pèse autant. Comme si la vie ne symbolisait, comme si la réussite dans la vie de l'être humain n'était simplement symbolisée par l'accumulation d'argent. Écoutez, je ne suis pas en train de refroidir l'ardeur de ceux qui sont en train de se battre pour monter une entreprise, pour commencer une activité commerciale, pour commencer une... non, ce n'est pas mon objectif. Mon objectif est de nous faire voir, de nous démontrer que la réussite de l'être humain ne se limite pas à l'accumulation d'argent. Vous êtes fort, vous êtes en bonne santé, vous avez de la famille, vous êtes en liberté. Il serait complètement absurde que vous vous sentiez inadéquat ou moins important que votre voisin parce que vous n'avez pas les moyens ou les entreprises ou les biens que celui-ci a. Nous devons sauver notre société de cette mentalité où l'argent domine sur tout. Nous ne sommes pas obligés de nous conformer à l'idée que l'argent achète tout. L'argent est très bien, c'est vrai. Mais ça ne suffit pas pour faire un bonheur complet. Malheureusement, en 2019, beaucoup pensent que pour être heureux dans la vie, il faut vivre au Canada ou à Los Angeles, avoir des moyens pour pouvoir voyager quand on veut, avoir peut-être un mari ou une femme blanche. Et les gens sont prêts à prendre des risques incroyables pour y aboutir. Récemment, on a appris quelques Africains, une cinquantaine d'Africains sont morts, noyés, quelque part entre la Bolivie et la Colombie, en quête de sauvetage, voulant partir au Canada. C'est incroyable. Et ces personnes ont dépensé 5000 $ chacun pour en arriver là. Mais, paix à leur âme. Mais franchement, je me dis, avec 5000 $, combien de choses peut-on faire en Afrique? Regarde, il y a des gens qui vivent une vie paisible. Pas avec de l'argent, pas avec des voitures, pas avec de grandes maisons, mais une vie ok, une vie paisible, avec le peu qu'ils ont en possession. Cette mentalité selon laquelle il faudrait se conformer à tout le monde, avoir la capacité de voyager, aller à Dubaï, aller à Paris, aller ailleurs comme tout le monde, est une mentalité qu'il faut combattre farouchement. Ce n'est pas de notre nature, c'est une mentalité importée. Et justement, c'est ce qui crée aujourd'hui la dépravation des mœurs, tellement que les jeunes filles veulent devenir comme les autres. Tout le monde veut refléter l'image d'une personne réussie. On le voit sur Instagram, ce paroxysme ou le plus haut degré du narcissisme se crée, où les gens vivent une vie complètement incohérente, une vie incomplète parce qu'ils se comparent à leurs voisins. Ils regardent la photo d'une telle ou telle fille, une fille imaginaire dont la réalité on ne connaît pas tout à fait,
Et les gens sont prêts à faire n'importe quoi, à payer un prix cher pour y arriver. C'est une mentalité qu'il faut combattre farouchement. Non, pour être heureux, vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses. Vous avez besoin d'être heureux, il suffit d'être en bonne santé, avoir de quoi manger, un toit sur sa tête, avoir la famille, avoir un soutien, avoir la paix, avoir la liberté. Vous avez déjà beaucoup de choses pour être heureux. La vie est courte, mais elle a tellement de choses à offrir. Des expériences, des moments inoubliables, des clichés qu'on peut garder pour toujours. La vie n'est pas seulement une course vers la réussite financière, une réussite capitaliste basée sur l'argent, peu importe ce qu'il y a. Des amitiés, des aventures, des rires, des soupirs. Trouvez la paix là où il y a la paix. N'allez pas au-delà de vous-même pour vous conformer aux tendances mensongères de la société. Non, vous n'avez pas besoin d'un iPhone Max pour être heureuse. Vous n'avez pas besoin d'un jet privé pour être respecté. Vous n'avez pas besoin d'accumulation des choses pour être considéré. Vous n'avez pas besoin de faire semblant, de prétendre être ce que vous n'êtes pas pour vous faire accepter. La réussite sous sa forme capitaliste qu'on nous a importée en Afrique est à l'origine de beaucoup de dictatures. Parce qu'elle nous apprend, qu'on ne le veuille pas, une forme d'égoïsme, de narcissisme, de nombrilisme, une réalité sordide que nos grands-pères n'ont pas connue. La modernité, autant elle apporte des choses positives, elle peut aussi apporter des choses négatives. Vous savez, nous sommes aujourd'hui en concurrence comme jamais auparavant. Nous nous regardons mutuellement, sans dire un mot, on se compare. Ah, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? On se compare tous les jours comme jamais auparavant. Et on n'a plus d'appréciation pour les choses les plus élémentaires. On se dit, elle a fait Dubaï, moi je dois faire Thaïlande, parce que c'est mieux. Elle a acheté une Mercedes, moi je dois acheter une Range Rover. Oui, cette mentalité est à l'origine de la corruption, de la manipulation, la dépravation des mœurs. Comme je le recommande inlassablement, travailler est une très bonne chose. Ça vous donne de l'indépendance, la capacité de faire vos propres choix. Innover est une chose louable. Mais si pour des raisons socio-économiques vous vous retrouvez dans une position où vous êtes incapable de monter une entreprise ou de briller financièrement, ne vous sentez surtout pas moins important que ceux qui le font. Une épouse qui, avec l'accord de son mari, choisit de vivre à la maison comme femme au foyer, pour prendre soin de son mari, ses enfants, son quotidien, pour s'enrichir d'expériences, des moments forts, des clichés importants qu'elle garderait pour le reste de sa vie, n'est pas moins importante ou pas moins réussie qu'une femme qui choisit d'être entrepreneur chaque jour au marché, travaille, bosse, qui génère beaucoup d'argent. Absolument pas. Je pense que autant il est important de valoriser une femme qui travaille, une femme travailleuse, une femme battante, autant il est important de valoriser ces femmes qui choisissent délibérément de prendre soin de leur famille, ces femmes qui donnent le meilleur d'elles-mêmes pour prendre soin de leur famille, pour apporter une éducation constante, régulière, enrichie par leur présence. En d'autres termes, une maman au foyer heureuse dans sa famille a autant réussi sa vie qu'une femme entrepreneur heureuse dans son travail. Pour finir, je vais vous raconter une histoire tirée de la mythologie grecque. Un roi connu sous le nom de Midas était un bon roi. Il était courageux, brave, travailleur, accumulateur de biens. C'était vraiment une genre de personne qui cherchait à ce que tout le monde s'enrichisse dans le village. C'était un très bon travailleur qui avait accumulé beaucoup d'argent, beaucoup de biens, beaucoup de trésors pour soi-même et son palais. Midas, après avoir fait beaucoup de biens, reçut la visite de son créateur, son dieu. Je ne sais pas lequel, mais son dieu vint et lui dit: Midas, j'ai entendu parler de tout ce que tu fais, des bonnes choses que tu accomplis sur terre. Je voudrais savoir qu'est-ce que tu veux. Quel est le vœu le plus cher que tu portes dans ton cœur? Et Midas lui dit: je voudrais que tout ce que je touche se transforme en or. Et il se rit. Et son créateur lui dit: en es-tu sûr, Midas? Il dit: oui, sans l'ombre d'un doute. Voilà exactement ce que je veux pour ma vie. Son créateur lui dit: Midas, demain matin, lever du soleil, ton vœu sera exaucé. Le lendemain matin, le brave roi, pour vérifier l'accomplissement de cette histoire, se leva et toucha son habit pour voir ce qui se passerait. Et son habit se transforma immédiatement en or. Il était surpris, il était ébloui, il était saisi de frayeur, mais aussi de joie, réaliser que son vœu était finalement exaucé. Midas accourait partout dans le palais, touchant tout ce qu'il y avait comme habillement, outillage, assiette. Il était déterminé à transformer tout ce qu'il y avait autour de lui en or. C'était le moment le plus important de sa vie. Il voulait s'enrichir davantage, comme jamais auparavant. Quand soudain, sa fille vint dans le palais lui disant: Papa, qu'est-ce que tu as? Tu parais trop heureux aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et son père lui dit: Ma fille, regarde, nous sommes riches. Tout ce que je touche se transforme en or. Nous avons maintenant la capacité de régner sur tous les royaumes. Nous n'avons plus besoin d'aller en guerre pour gagner de l'argent, pour avoir de l'or. Nous en avons à profusion. Regarde ce que je suis devenu. Sa fille lui dit: Papa, en es-tu sûr? Il répondit: j'en suis certain, ma petite. Elle rétorqua: mais papa, aujourd'hui tu n'as pas arrosé tes roses, faisant allusion aux roses et aux fleurs que son père aimait démesurément.
Midas s'avança vers les roses pour sentir l'odeur, l'essence, comme il en avait d'habitude. Mais ce jour-là était différent. Après avoir touché sa fleur, elle s'était directement transformée en or et avait perdu l'odeur qu'il adorait. Midas n'y trouva rien d'alarmant. Ce jour-là, après qu'on lui ait servi à manger, à table, Midas se présenta, espérant jouir de ce mets appétissant qui lui était présenté. Il prit dans sa main sa grande coupe de vin, espérant jouir de son arôme enrichi par la vieillesse, quand il remarqua très rapidement que son délicieux vin s'était transformé en masse solide. Malheureusement, sa nourriture aussi s'était transformée en or. Son poisson, sa viande, ses légumes, ses fruits, tout était en or autour de lui. Son vœu était bien exaucé. Un vœu qui apparemment était un vœu de bonheur, de merveille, s'était rapidement transformé en calamité. Sa fille, voyant sa tristesse, s'accoura pour l'étreindre, espérant lui transférer un peu de courage. Mais malheureusement, sans s'en rendre compte, elle s'était transformée en masse d'or. Ce jour-là était une journée de tristesse pour Midas, car il avait réalisé que le bonheur ne tourne pas autour de l'or. Beaucoup d'entre nous sommes des Midas. Nous sacrifions notre bonheur, notre temps, notre énergie, nos expériences, nos communautés, nos communions familiales, nos relations, nos amitiés, nos mariages, pour des gains matériels. Nous priorisons ce qui brille, ce qui paraît attirant, flamboyant, sur ce qui est réel, ce qui est vrai, ce qui est immuable. Il n'y a pas de technique universelle pour réussir sa vie. Ça dépend d'une personne à une autre. La seule façon de vraiment réussir sa vie, c'est de réussir ce qui se passe dans son cœur. Mon nom est Zach Mwikassa, le guerrier noir, votre frère.